Bonsoir, bienvenue, heureux de vous avoir avec nous, c'est une grande soirée, double change Atelier Woolworth qui recommence en cette saison fiévreuse du mois de juin. We're very happy to have you all here tonight, and we're going to start with Donna Stonecipher. Olivier Brossard, I think, is going to say a few words. We're going to keep our cell phones off, or at least in silent, please. Vous éteignez vos portables, s'il vous plaît. And it's going to be wonderful. Mr. Brossard, please, step right up, It's all about to happen. Merci beaucoup, Michael. Nous sommes ici dans l'atelier Michael Woolworth, qui est un atelier d'imprimerie, qui est un atelier où impriment des artistes femmes et des artistes hommes, et puisque la lecture de ce soir a lieu dans le cadre du colloque Cité des Dames, qui est le colloque final du programme que dirigent Caroline Trotteau et Philippe Gambette à l'université Gustave Eiffel. J'avais envie de donner les noms des femmes artistes qui impriment dans l'atelier. Et ce sont des artistes dont vous pourrez retrouver les œuvres sur le site de l'atelier. Donc il s'agit de Maude Maris, Mélanie Delattre-Vogt, Claire Chénier, Carole Benzaken, Mirka Lugosi et Frédéric Lutz. Et j'espère n'oublier personne. Et je voudrais remercier donc Michael et toute son équipe, Léa, Paul, Gaëtan, Cyril, Jonas, Léa, Théodora, pour leur accueil et pour le magnifique poster qu'elles ont préparé. Et donc nous allons commencer, donc comme je le disais, la lecture intervient dans le cadre d'un colloque dont la première journée a eu lieu aujourd'hui à l'Institut universitaire de France, et les deux autres journées auront lieu demain et mercredi à l'université Gustave Eiffel, autour des femmes créatrices dans la cité. Et donc, à ce titre, nous avions très envie d'entendre Donna Stonecipher et Nathalie Coble pour une lecture de poésie. Et nous allons commencer la lecture avec Donna, qui a publié 5 livres de poésie, dont Model City, qui a été traduit en français par Jérémy Victor Robert, dont je vais usurper l'identité ce soir, le traducteur étant retenu sur l'île de la Réunion. Donc il ne peut pas être avec nous malheureusement ce soir. Et Donna a aussi écrit un livre qui s'appelle Transaction Histories, qui a été cité ou listé par le New York Times comme l'un des 10 meilleurs livres de poésie de 2018. Vous entendrez certains extraits de son 6e livre, The Ruins of Nostalgia, les ruines de la nostalgie, qui paraîtra à l'automne 2023. Elle est aussi critique, elle a écrit un livre sur le poème en prose et la ville, et elle me disait récemment qu'elle a travaillé sur les cariatides et la place des cariatides en architecture dans la ville. Elle est traductrice puisqu'elle a traduit le poète autrichien Friederike Mayrocker, notamment, pardonnez mon allemand, notamment les études, et c'est une traduction pour laquelle elle a gagné le prix, c'est une bourse du National Endowment for the Arts. Et sa traduction a été publiée en 2020. Elle habite Berlin. Et donc ce livre, Cité Modèle, dont j'ai quelques exemplaires ici, a paru en plein confinement. Donc nous n'avons pas eu l'occasion d'entendre Donna lire. Et donc c'est une grande joie de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Donna Stonecipher.
Bonsoir. Je vais commencer en français et puis très vite changer à l'anglais parce que mon année d'échange était il y a 30 ans et j'ai pas eu beaucoup d'occasion de pratiquer mon français depuis là. So I'm thrilled to be here. Thank you so much, Olivier. Sorry, corner there. And thrilled to be part of the conference. Today already all kinds of fascinating ideas and windows opening, people I've never heard of that I should have, and things like that. Yeah, so I'm going to read some poems from Model City, and first, and then a couple of poems from my new book that's coming out in the fall called The Ruins of Nostalgia. And it's especially moving to me to be reading from Model City in Paris, because that exchange year that I did in 1990-1991 was sort of the first time I really fell in love with a city, being Paris, and started to write about it very badly, of course. But that was the sort of the beginning of my obsession, I don't know, my love affair with cities, let's say. So the city that I wrote about most in this book, Model City, though, is where I live now, which is Berlin. And undoubtedly, many of you have been there. It's been going through a lot of transformation, and that's partly what Model City is about. The kind of utopianism and excitement when the wall came down and there were all these empty spaces in the middle of the city, and the idea of kind of finally getting it right, getting city planning right, and of course a lot of it went wrong. But that was one of the inspirations. So I'm just going to read a few extracts from Model City, and maybe I'll just read them all in. How should we do it? Alternating, or? You can read the sequence if you'd like, and then I can read the sequence. Okay. It's really up to you. Okay, it just seems like I have to get up and then So I'll start with the beginning. Model City 1. It was like slowly becoming aware one winter that there are new buildings going up all over your city, and then realizing that every single one of them is a hotel. It was like thinking about all those empty rooms at night, all those empty rooms being built to hold an absence as you lie in your bed at night, unable to sleep. It was like the feeling of falling through the O in hotel as you almost fall asleep in your own bed, the bed that you own, caught at the last minute by ownership of your wide-awake self. It was like giving in to your ownership of yourself and going to the window, looking out at all the softly illuminated versions of the word hotel, announcing their shifting absences all over the city. Model City 4. It was like seeing a fox one day, right in the middle of the city. A real fox, not a taxidermied fox, nor a fox logo, nor a foxy person that one might want to sleep with. It was like stopping and staring at the fox, along with all the other people walking down the street, all stopped in their tracks and staring in astonishment at the fox. It was like watching the real, soft, cinnamon-colored fox, the only object moving in the landscape, moving silkily along the overgrown median, darting glances over at the people standing on the sidewalk, staring. It was like the concentrated attention placed on the fox's perplexing appearance deflected by the fox, who keeps moving down the street, headed to a fox den known only to the fox, dark, liquid solvent.
Model City 6. I should also say, when I was trying to pick out which poems to read, I was sort of looking for poems about, well, women in cities, to go with the colloquium, but I realized I don't have any, or very few. And I think that I realized that writing is a kind of way of escaping gender for me. I don't really want to think about being female. So apologies that, but there are a couple of women do appear. I found them and I'll read those, but Model City 6. It was like the socialist dream of the Palace of Culture, to place all culture in one marble building in the center of the city, like a big marble filing cabinet in which to file culture away. It was like requisitioning the idea of the palace and bequeathing it to the people, who would come and become kings and queens in the royaume of the filing cabinet of culture. It was like entering the Palace of Culture and walking down the endless yellow marble hallways leading to rooms, lecture halls, stages for culture, and feeling filed away oneself, a curious tourist queen. It was like the dream of writing poems lined with endless yellow marble hallways, interrupted from time to time by the crystal orgasms of chandeliers. It was like the desire to write in socialist Baroque. That one was inspired actually by the Palace of Culture in Warsaw. Model City 8. It was like coming out of an unfamiliar subway station, headed for a destination, and noticing a sign that says, Sugar Museum, 500M, and suddenly changing your plans for the day, your destination. It was like walking along the 500M announced by the sign for the Sugar Museum and thinking, only 500M to the unending sweetness I deserve, your original destination forgotten under a cascade of sugar crystals. It was like riding dutifully on the subway to a destination and knowing nothing of the Sugar Museum, knowing only destination, knowing nothing of the Sugar Museum and how it can alter plans. It was like walking 200M and then suddenly understanding the nature of the Sugar Museum and turning around to set out again for your original destination. For its nature is seduction, and yours renunciation. Model City 9. It was like walking down a street walked down many times before in your own neighborhood and coming to a stop before a wide open door that is usually never open. It was like hesitating and then walking through the open door into a courtyard, through which can be glimpsed another courtyard, through which can be glimpsed still another. It was like walking through each glimpsed courtyard and glimpsing more courtyards and walking through more and more glimpsed courtyards until you abruptly reach the last courtyard. It was like staring at the last courtyard, its walls fluttering with red leaves like red sequins, and then turning forcefully around to glimpse all the courtyards in reverse, forcing them all to lie once again before you. Model City 13. It was like traveling to visit a model city and finding yourself in a museum looking at architectural models of the model city, set atop pedestals like reliquaries containing the human need to idealize. It was like realizing after a time that you were lingering among the model city models because they contain idealization like reliquaries, as the model city itself cannot. And what you have come to the model city for is idealization. It was like traveling to the model city for idealization and realizing you have found it in the models of the model city, in which idealization, safe from space and time, can't fall into ruin.
It was like imagining yourself as a figure in one of the models, frozen in the act of crossing the model city's plaza, frozen forever in your need to idealize in the midst of a realized ideal. And there was a fascinating talk today about an architect I'd never heard of, René. What was the last name? Gayusson. I'm definitely checking out immediately when I get next to a computer. Anyway, and so I thought the last model city I would read has a female architect in it. So in honor of, in homage to her. Model City 21. It was like looking out at the city's motley collection of random skyscrapers from various eras and wondering if they signified the energy and vigor of democracy or its venal ennui. It was like looking at the skyscrapers' staggered heights on the horizon and wondering if somebody somewhere had thought that this homage to a ridgeline would ameliorate the lack of the sublime in city life. It was like looking out at the skyscraper's staggering heights and motley randomness and then wondering if there could even be such a thing as a democratic sublime. It was like the young architect sitting at her window, looking out for hours at the city skyline and making lists of which buildings are beautiful and which are sublime. Do you want to read these in French and then I'll read the last two? Donc je vais lire les traductions de Jérémy Victor Robert, mais j'aimerais dire d'abord que ce livre a été publié avec le soutien du programme Cité des Dames. Donc un grand merci à Caroline Trotteau et Philippe Gambette. Donc Cité modèle 1. C'était par exemple prendre lentement conscience un hiver que partout dans ta ville de nouveaux immeubles se dressent et te rendre compte alors que chaque immeuble est un hôtel. Penser à toutes ces chambres vides la nuit, toutes ces chambres vides construites pour retenir une absence, lorsque, allongé dans ton lit la nuit, tu ne trouves pas le sommeil. Avoir l'impression de tomber dans l'eau de hôtel, sur le point de tomber de sommeil dans ton lit à toi, celui qui est le tien, rattrapé in extremis par la propriété, la nue propriété de ton être en alerte. Céder à la nue propriété de toi-même, te diriger vers la fenêtre et regarder toutes les versions faiblement lumineuses du mot « hôtel », annonçant à toute la ville leur absence mouvante. Cité modèle 4. C'était par exemple voir un jour un renard au beau milieu de la ville. Un vrai renard, pas un renard empaillé, ni un renard sur un logo, ni une personne sexy au faux air de renard avec qui tu aimerais coucher. T'arrêter et fixer le renard, parmi tous les passants qui descendent la rue, tous arrêtés dans leur course et fixant le renard avec stupéfaction. Observer le vrai renard, doux, couleur cannelle, la seule chose à se mouvoir dans le paysage, démarche soyeuse le long du terre-plein en friche, décochant des œillades aux passants qui le fixent sur le trottoir. Ton attention portée sur l'apparence déconcertante du renard, déviée par le renard, qui continue de descendre la rue en direction d'un terrier de renard que seul le renard connaît, sombre, liquide, fluctuant. Cité modèle 6. C'était par exemple le rêve socialiste du Palais de la Culture de placer la culture tout entière dans un seul immeuble en marbre au cœur de la ville, comme un grand classeur à tiroirs dans lequel classer la culture. Réquisitionner l'idée du palais et la léguer à ceux et celles qui viendraient et deviendraient rois et reines dans le royaume du classeur à tiroirs de la culture. Entrer dans le palais de la culture et emprunter les interminables couloirs de marbre jaune menant aux pièces, aux amphithéâtres, aux scènes dédiées à la culture, et te sentir toi-même classé, curieuse reine touristique. Le rêve d'écrire des poèmes bordés d'interminables couloirs de marbre jaune, interrompus de temps à autre par les orgasmes cristallins des lustres, c'était par exemple le désir d'écrire dans une veine baroque socialiste. Cité modèle 8.
C'était par exemple sortir d'une station de métro inconnue en route vers une destination et remarquer sur un panneau Musée du sucre 500 M. Et soudain changer de projet pour la journée, changer de destination. Parcourir les 500 M annoncés par le panneau du musée du sucre et penser plus que 500 M avant la douceur infinie que je mérite, la destination d'origine oubliée sous une cascade de cristaux de sucre. Prendre scrupuleusement le métro vers une destination et ne rien savoir du musée du sucre, seulement en savoir la destination, ne rien savoir du musée du sucre ni comment il peut changer tes projets. Marcher 200 M et soudain comprendre le principe du musée du sucre et te retourner pour reprendre la route vers ta destination d'origine. Car son principe est la séduction, le tien, le renoncement. Cité modèle 9. C'était par exemple descendre une rue de ton quartier si souvent arpenté autrefois et marquer un arrêt devant une porte grande ouverte qui ne l'est jamais d'habitude. Hésiter un instant et franchir cette porte ouverte sur une cour d'où on aperçoit une autre cour, d'où on aperçoit une autre cour. Traverser chaque cour aperçue et apercevoir d'autres cours et traverser de plus en plus de cours aperçues jusqu'à atteindre tout d'un coup la dernière cour. Observer la dernière cour, les feuilles rouges bruissant sur ses murs comme des sequins rouges, puis faire volte-face et apercevoir toutes les cours en miroir et les forcer toutes, une fois encore, à apparaître devant toi. Cité modèle 13. C'était par exemple visiter une cité modèle et te retrouver dans un musée à regarder des modèles architecturaux de la cité modèle, placés sur des piédestaux comme des reliquaires abritant la soif d'idéal des hommes. Te rendre compte, après un moment, que tu t'attardes au milieu des modèles de cité modèle parce qu'ils abritent l'idéal comme des reliquaires, car la cité modèle elle-même en est incapable, et que c'est pour cet idéal que tu es venu voir la cité modèle. Aller voir la cité modèle pour l'idéal et te rendre compte que tu l'as trouvé dans les modèles de cité modèle, dans lesquels l'idéal, protégé de l'espace et du temps, ne peut tomber en ruine. T'imaginais telle une figure figée dans l'un des modèles, parcourant la place de la cité modèle, figée à jamais dans ton besoin d'idéalisation au sein d'un idéal réalisé. Cité modèle 21. C'était par exemple regarder la ville, sa collection hétéroclite de gratte-ciel de différentes époques pris au hasard et te demander s'ils ont un signe de l'énergie et de la vigueur de la démocratie ou de son ennui vénal. Regarder la cime crénelée des gratte-ciel à l'horizon et te demander si quelqu'un, quelque part, avait imaginé que cet hommage à une ligne de crête pallierait l'absence de sublime de la vie en ville. Regarder les sommets ahurissants et la combinatoire bariolée des gratte-ciel et te demander si quelque chose comme le sublime démocratique pourrait même exister. La jeune architecte assise à sa fenêtre, regardant pendant des heures la ligne des toits et dressant des listes d'immeubles beaux et d'immeubles sublimes. So I'm just going to read two more poems from this forthcoming book, and yeah, the fascination with cities has become colored by how they're changing, and Berlin and Seattle, my hometown, have changed a lot in the last 5 to 7 years, and not in a great direction. So that's partly what these are about. The Ruins of Nostalgia 1. Courtyard opened out into courtyard, opened out into courtyard, and in the final courtyard, an art gallery was closing. It had opened shortly after the fall of the wall, incandescent with idealism. Tonight was the opening of its closing exhibition. What is art for? To critique society, to manufacture beauty, to make the artist lose all sense of time, like a malfunctioning hourglass through which the sand just keeps pouring and pouring. When I get a little money, I buy books. If I have any left over, I buy food and clothing. Erasmus.
This was printed on a bookmark, tucked into each book she'd bought at the bookstore she used to frequent in her youth, which was closing. At this bookstore, courtyard after courtyard had opened in her mind. The bookstore was wood-paneled, with a spiral staircase winding up to fiction, and a spiral staircase winding down to nonfiction. At this bookstore, she had felt incandescent with idealism. One door closes, another opens, a commonplace. The art gallery was closing, the bookstore was closing, but when their doors closed, the commonplace said, other doors would open, other commonplaces. The market takes care of itself. It was only at night sometimes that she realized that the door in the saying wasn't really a door, it was only sgraffito, and a series of courtyards wasn't really a series of courtyards. It was only a recurring dream of never arriving, walking permanently through archway after archway into the ruins of nostalgia. Okay, I'll just read the second one. The Ruins of Nostalgia 14. We did not know anyone who had grown up in our neighborhood who could now afford to live in our neighborhood. None of us could afford to rent a house in our neighborhood, much less buy a house or even an apartment in a converted garage in our neighborhood. Over the years, the houses in our neighborhood had kept changing hands. They gained second stories, third stories, picture windows and skylights, hot tubs and balconies, gained terraces and gardens, lost yards, lost rhododendrons, gained sedge and lavender, lost juniper bushes, gained butterfly bushes, and charred. We watched as houses in our neighborhood were knocked down and replaced by bigger houses, houses so big there was no room for a garden or yard, big houses squeezed uneasily into their too small lots, story stacked on story, topped with a flat roof, in a neighborhood of small houses with pitched roofs to shrug off the rain that had been hushing down since before our neighborhood was built, and that would be hushing down long after our neighborhood had all been knocked down. And yet, in truth, we were not certain we knew exactly what our neighborhood meant. Did our neighborhood mean our neighbors, or the houses our neighbors had lived in, or the street grid, or some combination of the above? As our neighborhood gained infill, lost empty lots, lost gas guzzlers, gained hatchbacks, gained SUVs, gained cafes, lost taverns, lost movie theaters, lost children playing in the intersections, we had atomized to ever more distant suburbs. Suburbs with names mangled from Native American names or mimicking European names, or invented to evoke elevated and inviting names. Nevertheless, there persisted a delicate web of connection between us and the people who had also grown up in our neighborhood. This web was not a real web, and yet it was a real web. Undoubtedly, there was also such a web connecting the people who'd grown up in the suburban neighborhoods we now lived in, which they could no longer afford, and who were now atomized to ever more distant suburbs. A few of our parents still lived in the small houses with pitched roofs we had grown up in our neighborhood. When we visited these houses and helped our mothers beat back the burgeoning butterfly bushes, we felt buried alive in the ruins of nostalgia. They were not real ruins, and yet they were real ruins. Alors, j'ai traduit le premier poème avec l'aide de Claire Guillot et le deuxième a été traduit par Stéphane Bouquet. Les ruines de la nostalgie 1. La cour intérieure donnait dans une autre cour, qui elle-même donnait dans une autre cour, jusqu'à une dernière cour où se trouvait une galerie d'art qui allait fermer définitivement ses portes. Elle avait ouvert peu après la chute du mur dans l'effervescence idéaliste qui régnait alors. Ce soir-là avait lieu le vernissage de la toute dernière exposition. À quoi sert l'art ? À critiquer la société, à fabriquer de la beauté, à faire perdre tout sens du temps à l'artiste, comme un sablier pervers dans lequel le sable ne cesserait de couler ? Quand j'ai un peu d'argent, j'achète des livres, et s'il m'en reste, j'achète à manger et de quoi me vêtir. Erasme.
Cette phrase était imprimée sur le marque-page glissé dans chaque livre qu'elle avait acheté quand elle était plus jeune dans une librairie qu'elle fréquentait alors, qui désormais allait fermer. Cette librairie avait ouvert à son esprit une kyrielle de cours. La librairie aux murs de boiserie avait 2 escaliers en colimaçon, l'un montant vers les romans, l'autre vers tout ce qui n'était pas roman. Dans cette librairie, elle avait ressenti l'effervescence idéaliste de l'époque. Qu'une porte se ferme et une autre s'ouvre. Voilà un lieu commun. La galerie d'art allait fermer ses portes, la librairie les siennes, mais le lieu commun voulait que leurs portes fermées, d'autres s'ouvrent, d'autres lieux communs. Le marché s'autorégule. Ce n'était que plus tard, le soir, qu'elle prenait parfois conscience que la porte du dicton n'en était pas vraiment une, qu'elle n'était qu'un graphite, et que le dédale de cour n'était pas un dédale de cour, mais simplement un rêve qui la hantait, celui où elle n'arrivait jamais de nulle part, mais passait sous une arche, puis une autre, s'enfonçant dans les ruines de la nostalgie. Les ruines de la nostalgie, 14. Nous ne connaissions personne qui, ayant grandi dans le quartier, eut encore les moyens de vivre dans ce quartier. Aucun d'entre nous ne pouvait se permettre de louer une maison dans notre quartier, encore moins acheter une maison, ni même un garage reconverti en appartement dans notre quartier. Ces dernières années, les maisons dans notre quartier n'ont cessé de changer de main. Elles y ont gagné des 2e étages, des 3e étages, des baies vitrées et des Velux, des jacuzzis et des balcons, ont gagné des terrasses et des jardins, ont perdu des pelouses, perdu des rhododendrons, gagné lèche et lavande, perdu genévrier, gagné buddleia et bête. La plupart des gens qui ont grandi dans notre quartier seraient prêts à tuer désormais pour vivre dans notre quartier. Nous avons regardé les maisons être abattues et remplacées par des maisons plus grosses, des maisons si grosses qu'il n'y avait plus de place pour un jardin ou une pelouse, grosses maisons difficilement compressées sur des parcelles trop petites pour elles, étages empilés sur étages couronnés d'un toit plat dans un quartier de petites maisons au toit pentu. Toit pentu pour s'ébrouer de la pluie qui crépitait de silence depuis bien avant la construction de notre quartier et qui continuerait à crépiter de silence bien après que notre quartier aura été abattu. Nous ne savions pas réellement ce que signifiait notre quartier. Nous savions à peine ce que voulait dire notre. Notre quartier, cela signifiait-il nos voisins, ou les maisons où nos voisins vivaient, ou le plan des rues, ou une combinaison des trois ? Tandis que notre quartier gagnait en densité, perdait des terrains vagues, perdait des diesels, des breaks, gagnait des 4x4, gagnait des cafés, perdait des brasseries, perdait les enfants qui jouaient au coin des rues, nous fûmes atomisés vers des banlieues toujours plus lointaines, des banlieues avec des noms à moitié amérindiens, ou volés à l'Europe, ou inventés pour sonner chic et hospitalier. Et pourtant un réseau fragile de connexions persistait entre nous et les gens qui avaient aussi grandi dans notre quartier. Ce réseau n'était pas un vrai réseau, et pourtant c'était un vrai réseau. Il existait aussi, sans doute aucun, un tel réseau reliant les gens qui avaient grandi dans les quartiers de banlieue où nous vivions désormais et qui ne pouvaient plus s'offrir, et qui étaient désormais atomisés vers des banlieues encore plus lointaines. Quelques-uns de nos parents vivaient encore dans les petites maisons à toit pentu où nous avions grandi dans notre quartier. Quand nous visitions ces maisons, nous nous sentions enterrés vivants dans les ruines de la nostalgie. Ce n'étaient pas de vraies ruines, et pourtant, c'était de vraies ruines. Donation sacrée.